Bon, t'es prêt à Oui, enregistrer l'épisode 10? oui, je suis prêt. Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Parler Cuisine et on est déjà à l'épisode numéro 10. Alors, ceux qui nous ont suivis depuis l'épisode numéro 4, on a parlé de crème anglaise. Avec la crème anglaise, on a fait de la crème glacée à la vanille. On a vu toute une série d'accompagnements qu'on peut mettre sur nos glaces. On va terminer bientôt avec les coupes de crème glacée, mais avant ça, on va devoir parcourir les différents parfums. Alors, avec nous, nous avons Guy qui va nous en parler. Bonjour Oui, Guy. bonjour Marc et bonjour à tous. On ne s'est pas encore entendu depuis un certain temps. Donc nous allons parler des parfums de crème glacée. Alors soyons clairs, des crèmes glacées qui sont bâties sur la crème anglaise au départ. Il ne s'agit donc pas ni de sorbet, ni de granité, ni de mousse glacée, ni de parfait glacé. Et du Donc ce yaourt sont ni glacé. de yaourt glacé. Ce sont véritablement donc des crèmes glacées qui sont réalisées à partir d'une crème anglaise à la base. Alors on pourrait classer ces crèmes glacées en quelques familles. Vous avez d'abord les glaces, je dirais, aux fruits. Nous en reparlerons bien entendu. Nous avons les glaces que je qualifierais de glaces aux épices, même si ce terme-là est un petit peu vague. Je dirais que ce sont des glaces où la majeure partie du produit, c'est de la crème anglaise qui a été diluée, et puis on met quelques petites choses en quantité relativement faible qui vont aromatiser. Et puis vous avez, je dirais, les crèmes glacées aux adjuvants. Je vais prendre un exemple, la crème glacée à la bière par exemple. C'est un adjuvant qui occupe un certain volume dans la préparation terminale, et il y en a d'autres comme exemple que je vais vous donner. Alors, soyons clairs également, je vous ai donné une recette de base, j'ai essayé de simplifier à l'extrême la manière dont on fait la glace, et je vais encore de nouveau essayer de ne pas être trop complexe, mais il existe des sites qui sont extrêmement bien faits et qui peuvent vous expliquer, recette par recette, des proportions tout à fait précises d'une part, et surtout l'importance des différents sucres. Moi ici, je me suis contenté de vous dire qu'on faisait la crème anglaise avec du sucre traditionnel, on mettait éventuellement une noisette de glucose dedans qui va donner un petit peu de souplesse, mais on peut faire varier, je dirais, ces sucres entre eux et en ajouter d'autres en fonction de la typicité de la recette. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Si vous faites une crème glacée au chocolat et que vous aromatisez votre glace avec du chocolat fondu, donc du vrai chocolat, vous allez augmenter de manière extrêmement notable la proportion de ce qu'on appelle la matière sèche, c'est-à-dire la partie qui n'est pas de l'eau. Vous mettez du sucre, vous mettez du cacao et vous mettez du beurre de cacao, qui est une matière grasse très dure. Si vous utilisez, je dirais, du sucre traditionnel, vous risquez d'avoir une glace qui est extrêmement dure, qui est extrêmement sèche dès qu'elle est prise, et surtout qui va devenir dure à la conservation. Le fait d'utiliser des sucres spéciaux permet aux industriels, aux professionnels, de garder ces glaces-là dans un état, je dirais, optimum de conservation et surtout de dégustation. Maintenant, la ménagère qui réalise un demi-litre de crème anglaise pour faire au final 1 litre de glace ne va pas s'embarrasser de tout ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle les sucres invertis ou intervertis, ou encore la trimoline, ce sont des produits que les professionnels vont acheter, qu'ils vont acheter en quantité de 5, 10 kilos. Un seau peut faire 10 kilos, 12 kilos, ou 20 kilos. C'est vrai que la ménagère ne va pas utiliser ces sucres-là pour faire une fois de temps en temps sur l'été son petit litre de crème glacée. Donc moi je vous ai donné des recettes avec des produits très faciles à trouver, mais celui qui voudrait vraiment une qualité, je dirais, optimale et professionnelle, peut se renseigner sur ces sites-là et voir quels sont les points précis pour chacune des glaces qu'il conviendrait de respecter. Alors ces Voilà. sites sont... je peux les donner? Oui, bien sûr. Donc le premier c'est recette-glace-sorbet.fr et le deuxième c'est glace-sorbet.fr, tout simplement. On va Ouais. mettre les liens sur les notes de l'émission que vous pourrez retrouver sur notre site parlercuisine.com, épisode numéro 10. Ce sont deux sites qui sont très très bien faits, je pense, et qu'on peut recommander. Nous allons commencer, Marc, si vous voulez bien, par les glaces aux fruits. Donc nous étions restés. J'avais déjà donné une petite information lors d'un billet précédent. Qu'est-ce qu'on pourrait, disons, mettre dans ces glaces aux fruits? Eh bien, toutes les glaces telles que la glace à la fraise, à la framboise, à la cerise, au cassis, au myrtille, au mûr, à l'orange, à l'ananas, au kiwi, au melon, à la mangue, à la banane, à l'abricot,
Et il y en a d'autres, bien entendu. Hein. Donc la grande idée à retenir, c'est qu'on va partir d'une base de crème anglaise concentrée. Je rappelle un petit peu la crème anglaise concentrée, ce que c'est. Donc c'est pour 1 litre de lait, 16 jaune d'œuf et 500 grammes de sucre. Alors cette quantité de sucre va pouvoir varier légèrement en fonction du fruit. Si vous mettez un fruit extrêmement sucré, vous pourrez faire baisser un petit peu cette quantité de sucre et descendre par exemple à 400 ou à 450 grammes. Et ça, bon, je vais vous en reparler au fur et à mesure. Alors, l'idée, c'est que lorsqu'on a réalisé cette crème anglaise concentrée, on doit la diluer. Je rappelle que quand on fait une crème anglaise à la vanille, on rajoute tout simplement 1 litre de lait ou un mélange de lait et de crème, de toute façon 1 litre de nouveau. Par exemple, mettre 8 décilitres de lait et 2 décilitres de crème. Alors pourquoi est-ce qu'on fait, je rappelle également, une crème anglaise concentrée à la base? Eh bien parce que ça a plusieurs avantages. C'est que cette crème anglaise concentrée, vous avez moins de quantité à cuire tout simplement. Donc moins d'énergie à fournir, moins de temps à fournir, moins d'espace pour le stockage, puisqu'il est toujours idéalement bien de faire maturer sa crème anglaise pendant une nuit au réfrigérateur. Donc le fait de la faire en version concentrée a tous ces avantages que je viens de vous citer. Et puis par la suite, si vous ajoutez le lait, à condition que ce soit du lait bien sûr stérilisé, ne pas mettre du lait cru évidemment, si vous ajoutez donc le lait, eh bien vous ne faites que la mettre à la bonne consistance. Alors quand on veut faire une crème anglaise une crème glacée aux fruits, eh bien au lieu de rajouter 1 litre de lait, on rajoute 1 litre de purée de fruits. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors certains fruits peuvent sans aucun problème s'utiliser à cru et d'autres gagnent éventuellement à être pochés, à être cuits. Alors je vais prendre un exemple de ceux qu'on va utiliser de préférence crus. La fraise. La fraise donne de très très mauvais résultats après cuisson, pour ce genre d'utilisation en tout cas. La framboise bien entendu. La cerise, là je serai un petit peu mitigé, on pourrait éventuellement les faire cuire, mais on peut les utiliser crus. Cassis, myrtille, mûre. Orange, ça va se faire également avec une purée crue, l'ananas également, le kiwi aussi, le melon. Par contre, la mangue, la poire ou l'abricot, là je pourrais dire qu'on pourrait éventuellement travailler sur des produits, sur des fruits dont la purée a été cuite au départ. Mais ce n'est pas une obligation. Et la pomme? Alors la pomme, je savais que vous alliez poser la question. Il existe des recettes de crème glacée aux pommes et on part sur une base de compote. Mais le résultat n'est pas extraordinaire. Alors moi, ce que je suggère, on trouve sans aucun problème dans le commerce des purées surgelées de pommes vertes entre autres. C'est d'utiliser ce genre de purée ou éventuellement de faire son jus de pomme avec un extracteur soi-même. À ce moment-là, on prend des pommes vertes qui donne généralement un bon résultat. Ne pas oublier, on doit bien sûr laisser la peau. Alors je sais qu'il y a une toute grosse polémique pour le moment qui concerne la consommation des peaux des pommes en fonction des pesticides qu'on utilise pour la culture des vergers, donc des pommiers. Maintenant, si vous pelez la pomme et que vous extrayez le jus, vous allez avoir un résultat qui va être un petit peu plus faible en goût. Donc moi je conseille quand même d'utiliser, ce n'est pas pour un petit peu d'épluchure de pommes, je vous conseille d'utiliser des pommes vertes et de garder l'épluchure. Donc vous allez passer la pomme à l'extracteur, à la centrifugeuse, mettre un petit peu de jus de citron dans le fond du récipient qui va recevoir le jus, sinon votre jus va s'oxyder extrêmement rapidement. Alors au lieu d'être vert, il va être de teinte rouille et votre glace ne sera pas très belle. Alors je sais qu'il y a une grosse controverse également concernant les colorants, mais si maintenant vous ne mettez pas 1 ou 2 gouttes de colorant vert dans votre crème glacée, vous aurez vraiment du mal à faire croire que c'est de la pomme verte. Alors il existe des colorants tout à fait naturels qui soient en poudre ou bien qui soient donc liquides, à base de chlorophylle tout simplement. Donc la chlorophylle, on la retrouve dans tous les légumes verts, les épinards, l'oseille, le cresson. Donc ce n'est évidemment pas du poison. Donc vous mettez quelques gouttes de colorant à base de chlorophylle et vous aurez à ce moment-là une glace qui sera très très légèrement verte. Faut pas non plus colorer à outrance. Est-ce qu'il y a d'autres glaces qu'il faut Est-ce qu'il y a d'autres glaces qu'il faut colorer? C'est-à-dire que bon, on va prendre un exemple, une glace aux fraises. Si vous prenez des fraises fraîches, qui parfois sont jaunes à l'intérieur, elles ne sont pas toujours bien rouges, vous allez mixer votre purée de fraises, vous allez l'ajouter dans une crème anglaise qui est jaune, vous allez avoir un résultat rose pâle.
faut bien reconnaître que bien souvent les gens sont habitués à manger une glace aux fraises qui est rouge, hein, même quand elle est bâtie sur une crème anglaise. Donc on a le choix, soit on met un tout petit peu de colorant, soit on n'en met pas. Mais si on n'en met pas, on a une glace qui est rose, hein, qui n'est pas rouge fraise évidemment. Alors je ne suis pas pour l'utilisation massive des colorants quand il n'y a pas besoin, mais c'est vrai que ça c'est une question de choix. Maintenant, la ménagère qui dit non, moi je veux rester avec ma glace couleur traditionnelle, eh bien elle reste avec sa couleur traditionnelle. Donc je rappelle un petit peu, hein, pour ce qui est des fraises, des framboises, du cassis, des myrtilles et des mûres, on va donc mixer les fruits. On va en prévoir toujours un petit peu plus que le kilo qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que les peaux et les pépins vont être enlevés, donc forcément vous allez perdre un petit peu en poids. Considérez une dizaine de pourcents pour vous donner une petite idée. Hein. Et quand on parle d'adjonction, donc de purée de fruits, c'est bien 1 kilo de purée nette, sans peau ni pépins, pour 1 litre de lait mis en œuvre dans la crème anglaise concentrée. Hein. Alors, il y a une autre manière d'aromatiser ces crèmes glacées aux fruits, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des compounds. Alors là, ce sont surtout les professionnels qui vont utiliser des compounds. Ce sont en fait des concentrés sous forme d'une pâte plus ou moins liquide, ça se vend au kilo, hein, et on l'utilise généralement, hein, il faut suivre bien sûr les indications du fabricant, à raison d'une bonne cinquantaine, d'une soixantaine de grammes par litre. Alors, on peut dire, oui, les compounds ne sont pas des produits, je dirais, recommandables. Bon, moi, je ne suis pas de cet avis-là. La seule chose, c'est que c'est évidemment beaucoup moins artisanal et beaucoup moins naturel. Alors, moi, ce que je suggère, c'est d'utiliser ces produits-là, voire même les essences ou les arômes, en assaisonnement. C'est-à-dire, vous faites votre crème glacée aux fraises avec crème anglaise à la base et puis la même quantité donc de purée de fraises. Et puis, vous ajoutez quelques gouttes éventuellement d'essence de fraise ou d'essence de framboise ou d'essence de cerise, si vous le souhaitez, qui va un petit peu souligner le goût de votre glace, étant donné que vous risquez d'être déçu. Pourquoi? Parce que vous allez comparer avec une glace qui est réalisée par un industriel ou par un professionnel, et si vous regardez la composition des ingrédients dans une glace aux fraises, vous verrez qu'il sera indiqué, en règle générale, arôme de fraise, même quand on met des fraises, je dirais, naturelles dedans. Donc, si vous le faites vous-même et que vous ne mettez pas un petit peu de peps, un petit peu je dirais, de relief à votre glace, vous risquez d'être déçu, évidemment. Hein. Ça, c'est aussi une question qu'il faut se poser. Est-ce que je peux rajouter de la confiture de fraises? Alors, on pourrait rajouter un petit peu de confiture de fraises. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que la confiture de fraises contient à peu près 65% de sucre. Hein. Ce n'est pas 50-50. Alors, quand on fait une confiture, on met poids pour poids de sucre et de fruits d'habitude. Mais après, il y a une évaporation à la cuisson. Donc, comme il y a de l'eau qui s'évapore, et que le sucre, lui, par nature, ne s'évapore pas, on arrive à un résultat où la confiture de fraises contient à peu près 60 à 65% de sucre selon les marques. Alors, on peut très bien mettre un petit peu de confiture de fraises, mais en sachant que si on met, par exemple, 100 grammes de confiture de fraises, on va rajouter en réalité 65 grammes de sucre. Donc, l'idéal, à ce moment-là, ce serait de mettre un petit peu moins de sucre dans sa crème anglaise à la base, si on sait qu'on va mettre de la confiture dedans, de manière à ce que le résultat ne soit pas finalement trop sucré quand on a terminé. Hein. Parce que si on met trop de sucre, alors du coup la glace devient cassante. C'est-à-dire que la glace va être trop riche en extrait sec, puisque le sucre c'est un extrait sec, et la glace va devenir un peu plus cassante, effectivement. Elle sera pas onctueuse. Elle sera moins onctueuse, surtout si on la garde longtemps au congélateur. Mais s'il y a trop de sucre et qu'on la consomme immédiatement, elle va rester onctueuse au sortir de la sorbetière? Ah, au sortir de la sorbetière, il n'y a aucun problème. Maintenant, généralement, la ménagère, elle ne fait pas de la glace qui va se conserver pendant 2 mois dans le congélateur. Je rappelle également que la glace est un produit évolutif. Et même pour les industriels, la date, je dirais, limite de consommation est souvent d'à peu près 2 mois. Pourquoi? Parce qu'après 2 mois, il y a un phénomène de recristallisation qui arrive. Hein. Alors bien sûr, les professionnels vont utiliser des sucres spéciaux, hein, du sucre interverti, de la trimoline, beaucoup de glucose, et que ce sont toujours des produits qui vont empêcher les glaces de cristalliser. Hein. Mais la ménagère ne va pas utiliser tous ces produits, donc si elle garde la glace maison trop longtemps au congélateur, à un moment donné, elle va avoir une glace qui va être tout simplement un bloc de glace, hein, et non plus une glace onctueuse. Et puis, le point suivant, c'est la manière dont on va faire tourner la glace.
Les professionnels ont des sorbetières industrielles qui parfois le travaillent même en continu, donc qui sont extrêmement puissantes et qui vont foisonner la glace énormément. Alors le foisonnement de la glace, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'incorporer de l'air ou du gaz dans la glace, hein, qui lui donne sa légèreté, puisque vous avez sans doute remarqué, un litre de glace pèse rarement 1 kilo. Hein. On est souvent à des 500-600 grammes, maximum 700 grammes, et encore quand on a affaire à une glace de qualité. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'air. Alors cet air, il est même injecté sous pression au moment où on turbine la glace dans l'industrie. Hein, on rajoute de l'azote sous pression, donc l'azote c'est pas du poison, hein, je rassure tout le monde. C'est ce qui constitue presque 80% de l'air qu'on respire, donc il n'y a pas de mal à ça. Et je vais dire qu'on ajoute donc de l'azote dans la glace de manière à la rendre très légère. Évidemment, la sorbetière ménagère n'a pas ces performances-là et cette capacité d'ajouter du gaz sous pression. Donc on a toujours automatiquement une glace qui est beaucoup plus compacte, qui est beaucoup plus massive, donc moins foisonnée, donc moins légère. Donc on a intérêt à ce moment-là à ne pas mettre trop de sucre qui risque de faire durcir la glace et surtout de la faire cristalliser. Donc réduire le sucre permet d'avoir une glace plus onctueuse. Est-ce qu'il y a d'autres trucs pour avoir une glace plus onctueuse? Le fait de mettre du glucose dans la glace, évidemment. Hein. Alors le glucose sous forme d'un sirop concentré, c'est le glucose qu'on trouve habituellement, permet d'avoir une glace qui est plus onctueuse, tout en étant très peu sucrée. Pourquoi? Puisque le glucose a un pouvoir sucrant qui est inférieur à celui du sucre de table, du saccharose. Le seul problème du glucose, c'est pour les personnes qui sont diabétiques ou qui auraient tendance à l'être, c'est que c'est un sucre qui est extrêmement rapide. C'est d'ailleurs le sucre de référence qu'on utilise pour parler de la glycémie. Hein. C'est le glucose qui a un indice de 100. Donc c'est un sucre qui n'est pas vraiment à recommander pour les personnes qui auraient des problèmes, disons, de diabète ou de prédiabète. Et on peut trouver le glucose sous deux formes, soit sous forme de sirop concentré, 2 tiers, 1 tiers, hein, il a à peu près la consistance du miel, j'en ai déjà parlé, soit sous forme de glucose en poudre, qu'on appelle du glucose atomisé, et qui s'utilise de toute façon à ce moment-là en mélange avec le sucre, et qui donne donc ces résultats de glace assez onctueuse, avec la précaution que je viens de vous dire pour les personnes qui devraient éviter de consommer du sucre. Dans quelle proportion? Ah, écoutez, on peut très bien mettre sans aucun problème un quart de glucose par rapport au poids du sucre. Hein. Et donc ça, c'est au moment où on réalise la crème anglaise? Au moment où on réalise la crème anglaise, évidemment. Hein. Okay. Alors, j'ai quand même une petite remarque à vous faire, c'est concernant la glace à la banane. Alors, la glace à la banane, quand on fait une glace à la banane soi-même, on va utiliser des bananes fraîches. Alors, il y a beaucoup de gens qui refusent de manger une banane dès le moment où il y a une simple petite tache brune sur la peau extérieure de la banane. Alors, autant vous dire, hein, et ça c'est pour l'avoir vu professionnellement, si vous ne prenez pas des bananes qui sont archi-mûres, et quand je dis archi-mûres, c'est des bananes qui commencent à devenir brunes à l'intérieur, hein, c'est-à-dire, je vais pas dire des bananes blettes ou des bananes pourries, hein, faut pas non plus... Elles sont toutes brunes dehors. Elles sont toutes brunes dehors, voilà. Hein. Donc ils sont vraiment ultra tigrés dehors, hein, vraiment ultra mûrs. Si vous ne prenez pas des bananes qui sont dans cet état de mûrissement-là, vous n'aurez pas une glace à la banane à la fin. Pourquoi? Parce que la glace n'aura pas de goût, tout simplement. Donc il faut vraiment, d'ailleurs, on ne peut pas le dire, hein, on est vraiment ici entre nous, mais beaucoup de professionnels utilisent des bananes qui sont surmûries, pour ne pas dire, je ne vais pas dire pourries, hein, parce que ce serait vraiment pas... Qui sont blêtes, voilà. Je ne vais pas dire pourries, parce que ça, ce serait dévaloriser, je dirais, la qualité professionnelle des gens, mais qui commencent à devenir brunes et un petit peu translucides à certains endroits. Qui sont maturées. Qui sont vraiment très 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 mûres, archi mûres. Si vous mettez une banane qui est tout simplement jaune dans la glace, vous êtes automatiquement obligé de mettre des essences de banane ou bien des concentrés de banane pour avoir le goût banane. Vous ne sauriez pas faire une glace à la banane avec une banane qui est simplement mûre à point, je dirais, mais sans tache à l'extérieur. Et ça, c'est impossible. C'est impossible. Ça me fait penser le premier bonus de notre première émission, de l'émission 0, où tu avais donné la recette d'un potage à la banane et au fromage. Oui. Et là, on devait prendre une banane qui n'était pas trop mûre. Qui n'était pas trop mûre, parce que dans le cadre du potage, le but, c'est pas d'avoir un potage sucré, évidemment. Voilà. C'est d'avoir une banane qui soit juste mûre à point, mais sans être trop mûre. Alors, autre remarque également. Pour la mangue, pour la banane, pour l'ananas, pour prendre ces exemples-là, ce sont des fruits qui sont généralement plus sucrés que par exemple du cassis, hein, pour prendre un autre exemple. Vous avez donc également intérêt à diminuer à ce moment-là un tout petit peu votre quantité de sucre à la base de votre crème anglaise, sinon vous avez une glace qui va vous paraître un petit peu trop sucrée.
Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, Marc, pour booster un petit peu le goût de tous ces fruits dans la crème anglaise? Eh bien, on pourrait tout simplement mettre, ne pas oublier, un demi-jus de citron ou un jus de citron pour 1 litre de lait mis en œuvre à la base par kilo de fruits, histoire de booster un petit peu le goût, donc des fraises, des Et framboises, ça ne donne des pas de goût de etc. citron. Ben, ça ne va pas donner le goût de citron, on ne le sentira pas. Je parle donc bien sûr du jus d'un citron, hein. Je ne parle pas d'un décilitre, hein. Je parle du jus d'un citron, ce qui va faire à peu près 2 bonnes cuillères à potage, 2 à 3 cuillères à potage, à peu près donc de jus de citron. Hein, voilà donc pour tout ce qui concerne nos glaces aux fruits. Alors il y a un fruit dont je ne vous ai pas parlé, c'est le citron avec la glace au citron. Et là je dois vous donner quelques petites explications. Alors ça vaut également en partie pour l'orange. Alors pour la glace à l'orange, pas de problème, c'est acide mais c'est raisonnablement acide. Vous mettez donc 1 kilo de purée d'orange par rapport à votre litre de crème anglaise concentrée à la base. Vous pourriez bonifier votre glace de plusieurs manières. Avec un petit trait d'alcool, par exemple. Donc vous mettez 1 ou 2 cuillerées d'un alcool à l'orange du type Grand Marnier, par exemple. Hein, Grand Marnier, Cointreau, pour citer ces deux exemples-là. Triple sec éventuellement, donc c'est du curaçao. Et vous pourriez également mettre des zestes d'orange. Alors on peut mettre les zestes sous 2 formes. Soit on achète des zestes d'orange confites. Ce sont des zestes avec lesquels on fait les orangettes au chocolat, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et on les coupe en tout fins morceaux, tout petits morceaux, donc on les hache, et on les ajoute donc dans sa crème anglaise, dans sa glace, au moment de la mettre en sorbetière. Et alors on en met à peu près l'équivalent de 50 grammes pour 2 litres finaux, donc ça veut dire 50 grammes pour 1 litre de jus d'orange plus 1 litre de crème anglaise concentrée. Mais on peut également faire les zestes soi-même. Alors comment fait-on? Puisqu'on a utilisé des oranges fraîches en principe pour avoir le jus et la pulpe, vous pouvez très bien au départ zester vos oranges, c'est-à-dire avec un économe, donc un couteau muni de lames rapprochées comme on pèle les pommes de terre ou les carottes, vous pouvez prélever les zestes d'orange. Vous devez, donc le zeste c'est la partie jaune de la peau de l'orange, le zeste c'est la partie blanche qui est amère. La partie externe. La partie externe. Comme si on épluchait les oranges comme des patates. Comme si on épluchait les oranges comme des patates, alors vous allez vous retrouver avec des espèces de lanières de peau d'orange. Sur les oranges, en règle générale, il y a un produit assez, je dirais pas dire assez dangereux, mais en tout cas qu'on appelle du diphényle et qui est un produit qui empêche les oranges et les agrumes en général de pourrir, de moisir, ou d'être attaqués par l'aspergillus, donc il y a cette moisissure verte que vous connaissez bien. Alors ce diphényle, évidemment, il n'est pas toujours très intéressant de le consommer. Alors soit on utilise des oranges non traitées après récolte, mais non traitées après récolte ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été traitées avant la récolte, donc il faut être un petit peu prudent avec cette histoire-là. Si on prend des bio. On peut prendre des bio, mais bon, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas été éventuellement traitées. Elles sont bio quant à la culture, mais elles ne sont pas forcément bio pour les traitements de protection ultérieure, voilà. Alors il y a une solution, c'est d'enlever ce diphényle. Alors comment fait-on? Eh bien il suffit de blanchir les zestes d'orange. Alors ce n'est pas compliqué du tout. Vous prenez un petit poêlon, vous mettez de l'eau froide, vous mettez vos zestes d'orange dedans, vous amenez à ébullition, vous les retirez, vous les rafraîchissez, vous pouvez les reblanchir une deuxième fois, mais en principe, après une première fois que ça bouillit pendant, je dirais, 30 secondes, le produit incriminé est inactivé et est parti. Et alors ce zeste, vous pouvez le confire vous-même. Alors comment faites-vous pour le confire? Eh bien, vous le taillez en fine julienne. Donc il faut une planche, un couteau de type couteau de mi-chef. Vous faites une toute fine julienne avec ce zeste d'orange que vous avez blanchi 1 ou 2 fois. Vous faites un petit sirop de sucre. Alors j'ai déjà expliqué comment on faisait un sirop de sucre. Marc, c'est un sirop de sucre simple, mais si vous allez faire un tout petit peu plus concentré, vous allez mettre à ce moment-là 2 fois plus de sucre que d'eau. Donc pour confire l'équivalent, je vais dire, de 3 ou 4 zestes d'orange, vous partez avec 150 grammes de sucre et 75 grammes d'eau, ou bien 100 grammes d'eau et 200 grammes de sucre, pour vous donner une petite idée. Vous mettez votre sirop à chauffer, vous mettez vos zestes d'orange, donc votre fine julienne de zeste d'orange dedans, et vous faites confire pendant 10-12 minutes. Vous sortez qu'une petite cuillère à café, 2-3 zestes, vous les goûtez. Ils doivent être tendres sans être en pâte, sinon ils seraient trop cuits.
hein. Vous les égouttez et de nouveau vous les mettez dans votre crème glacée avant de la passer en sorbetière et vous avez comme ça boosté votre crème glacée à l'orange au niveau de son goût et surtout vous mettez une petite originalité en mettant donc des zestes à l'intérieur de la glace. Alors vous me demandez maintenant, ah oui, attendez, vous allez me demander maintenant, tiens, je trouve que ma glace à l'orange n'est pas suffisamment colorée. Qu'est-ce que je pourrais faire? On met du colorant. Mais du colorant, bien sûr. Et puis, si on veut mettre un petit peu de colorant naturel, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Mais du caramel? Non? Ah, on pourrait, mais ça va donner un petit goût. Quoique Oui. une glace orange caramel, c'est pas mal. Non, vous mettez un petit peu de curcuma, tout simplement, hein. Ah Vous oui. mettez une ou deux pincées de curcuma qui est un colorant, je dirais, orangé. Et vous allez avoir une glace qui sera un tout petit peu plus colorée, sans pour autant goûter le curcuma, il n'y a pas de problème. Alors, en ce qui concerne la glace au citron maintenant, donc tout ce que je viens de dire peut être fait de la même manière, si ce n'est qu'on ne va pas mettre le même poids. Donc, on ne va pas mettre 1 litre de jus de citron pour 1 litre de crème anglaise concentrée à la base, hein. Oh, ça doit bien ramoner ça. Ah oui, ça Tu doit peux bien déboucher ramoner. les égouts avec ça. Donc, on va en mettre moins. Alors, qu'est-ce Ah qu'on va ouais. mettre comme quantité? On va mettre à peu près l'équivalent de, je dirais, 400, 450, 500 grammes ou 5 décilitres de jus de citron, hein, pour 1 litre de crème anglaise. Et on va compléter jusqu'au litre qui nous manque, soit par du lait, soit par de la crème fraîche, soit par un mélange des deux. Mais attention, attention. C'est dans la manière dont on va incorporer les choses les unes avec les autres. Si vous mettez votre lait sur votre jus de citron, vous allez avoir du lait qui va cailler instantanément. Donc vous allez avoir un petit peu comme du fromage blanc, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc ce qu'on fait, on va d'abord mettre son lait ou son mélange de lait et de crème dans la crème anglaise, on va mélanger, et puis au mixeur, tout en mixant avec un passe-potage, on va ajouter le jus de citron, hein, de manière à incorporer bien le tout ensemble, mais sans risquer de faire tourner le lait au départ quand on le mélange avec le jus de citron. Ça va? Oui. Alors de nouveau, on peut souligner, tiens, on va souligner avec quoi éventuellement si On on met un met des petit zestes. alcool. Alors ben oui, c'est ce que je viens de dire, on peut mettre donc des zestes, soit des zestes confits, ça se trouve dans le commerce, Ou soit éventuellement, qu'on aurait fait soi-même de la même soit façon. qu'on aurait fait soi-même de la même manière. Alors les zestes de citron confit sont un petit peu plus difficiles à trouver. Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme autre agrume qui ressemble au citron mais qui se trouve peut-être un peu plus facilement? Et Pamplemousse? non, ah, ça peut se trouver, mais ça va donner un goût particulier, le Ah, pamplemousse. ah Ce serait merde. plutôt des zestes de cédra, hein. Le cédra qui est un gros citron que l'on utilise quasiment exclusivement en fruits confits, qu'on peut très bien couper en tout petits dés et en mettre l'équivalent d'une 50aine de grammes pour 1 litre de crème anglaise concentrée au départ. Et ça marche aussi avec les petits citrons verts, la lime. Alors on peut très bien faire également de la glace au citron avec les citrons verts. Je me suis simplement laissé dire, c'est que les citrons verts, eux, n'étaient pas traités au diphényl. Je ne sais pas si c'est vrai, et qu'il est donc superflu de les blanchir à la base. On pourrait donc en principe, Mais ça coûte rien de les blanchir. ça ne coûte rien, ça ne coûte rien. Mais par contre, ça fait perdre un petit peu de l'essence de citron qui se trouve dans les vésicules, hein. Donc on perd un petit peu en goût en faisant blanchir, évidemment. Par contre, on peut très bien les confire sans aucun problème. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre maintenant comme alcool pour booster un petit peu ça? Ah, un peu de zizi coin-coin. Ah, il y a le zizi coin-coin, mais je suis pas d'accord parce que le zizi coin-coin, c'est à base d'orange, hein, Bon, puisque c'est du cointreau. pour les Français et les autres qui nous écoutent, le zizi coin-coin est un alcool qui est très populaire en C'est un Belgique. apéritif, voilà. C'est un Alors il y a, apéritif, il oui. y a un autre alcool qui est très 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 intéressant, hein. Tu vas me le dire? Bah oui, il y a soit le limoncello, Oui. qui est réalisé donc à base d'écorce de citron, soit l'eau de Villers, hein, Ah oui. Qui est un alcool belge. qui est un alcool belge au citron, Voilà. qui est un alcool extrêmement extrêmement couru chez nous en Belgique et qui peut très bien se mettre donc dans une crème glacée au citron. Un alcool plein de vitamine C. C'est très bien Et pour passer l'hiver. ça, j'en doute un petit peu. Oui. J'en doute un petit Un peu. petit verre tous les jours et tu seras pas malade. Ce sera pas bien. Alors, donc voilà pour tout ce qui concerne les glaces aux fruits, les principales glaces aux fruits, que ce soit fruits jaunes, fruits rouges, fruits blancs, fruits noirs. On a donné toutes les explications. Fruits frais en tout cas. Fruits frais, éventuellement en surgelé ou en purée. Attention, il n'y a pas de problème, on peut très bien utiliser des fruits en purée. Alors vous allez me poser la question maintenant, Marc, j'en suis persuadé. Et si je veux utiliser des conserves, qu'est-ce que je dois faire? Oui, mais justement, j'allais te la poser. Eh bien voilà. Imaginons que vous vouliez utiliser des abricots en conserve. Oui. Alors, pas de problème. Vous prenez vos abricots, vous les mixez, et vous les mixez Avec le jus?
avec le jus. Vous les mixez avec le jus et vous ajoutez cette quantité-là, donc 1 litre pour 1 litre, donc de cette purée d'abricot. Vous allez mettre tout en sachant que vous aurez intérêt de nouveau à diminuer un tout petit peu votre quantité de sucre à la base, puisque vous allez ajouter un produit qui sera quand même plus sucré que de l'abricot naturel, que de l'abricot frais, qui lui est quand même moins sucré que de Parce qu'il l'abricot. baigne dans du sirop. Voilà. Mais ça marche aussi avec les ananas en boîte? Ça marche également avec les ananas en boîte, même chose. Ça marche très très bien avec les poires en boîte, tout en sachant que vous allez devoir enlever 100 à 150 grammes de sucre à votre crème anglaise, donc de base, Et, pour ne pas que le résultat soit trop sucré. et si j'égoutte les fruits en boîte d'abord avant de les mixer? Oui, mais seulement ils sont quand même plus sucrés. Ah oui, Ils sont quand même plus sucrés parce qu'il y a eu osmose entre le sirop de sucre et le fruit. ouais. Donc ils sont quand même plus sucrés que le fruit quand il est cru, quand il est frais. Bon, Voilà. prometteur ça. Et alors bon, ça c'est pour les glaces aux fruits. Et les glaces, tu avais cité les épices. Alors, mais il y a la glace au café maintenant. Ah ok. Alors la glace au café, ben, il y a 3 ou 4 manières de faire de la glace au café, tout en partant de notre crème anglaise de base. Qu'en Alors, Belgique on appelle mocha. qu'on appelle mocha. Alors pourquoi mocha? Eh bien, vous savez me le dire, vous, Marc? C'est une espèce Question de à 5 café. francs. C'est- Ah, ben le café, il existe effectivement une variété de café qu'on Oui, appelle mocha. il y a le mocha, il y a le dessert et puis le robusta. Ah, alors, ne mélangeons pas tout. Euh, le robusta, le robusta et l'arabica, ce sont les 2 grandes variétés de café, hein. Vous avez l'arabica qui est le café, je dirais, basique, le café d'origine que l'on cultivait dans la péninsule arabique, hein, et au Yémen en particulier, et en Abyssinie. Et puis vous avez le robusta qui est une espèce de café un petit peu plus, comme son nom l'indique, plus robuste, mais surtout aussi plus frustre, hein, qui donne des cafés moins parfumés, mais beaucoup plus corsés, hein, et qu'on cultive, par exemple, en Afrique centrale, hein, pour donner au Brésil aussi d'ailleurs. Alors, le café mocha portait ce nom-là lorsqu'il était fait à base donc de café de type arabica et qu'il transitait par un port du Yémen qui s'appelait le port de Mocha. Hein, donc, un petit peu comme le Stilton, hein, qui a donné son nom à un fromage, alors que c'est la ville par laquelle le fromage transitait, alors qu'on ne produit absolument pas de Stilton à Stilton. Donc, bien, Mocha, c'était le port à partir duquel les fèves brutes de café étaient exportées à cette époque-là dans le restant du monde. Alors, c'est évidemment un café qui est extrêmement fin. Alors, première manière la plus simple d'aromatiser votre glace au café. Vous réalisez donc votre crème anglaise concentrée. Le jour de l'utilisation, vous allez rajouter 1 litre de lait ou un mélange de lait et de crème. Ben, vous ajoutez tout simplement du café soluble, hein, donc du café que l'on trouve dans toute une série de grandes marques. Je vais vous donner par contre un petit conseil, c'est de prendre un café d'une certaine qualité d'une part, ne pas prendre un café trop basique, sinon vous risquez de passer à côté du goût du café. Et d'autre part, de prendre du café qui soit du café décaféiné. Pourquoi? Parce que vous allez quand même ajouter pas mal de café. Et si c'est une glace que vous devez donner à des enfants ou que vous devez consommer le soir, vous risquez d'avoir de la bataille d'oreiller pendant toute la nuit. Donc, c'est vrai que ce n'est pas négligé de mettre du café soluble et du café qui soit du café décaféiné. Ça évite quand même quelques petites surprises, hein. Alors, d'autre part, on peut également aromatiser en mettant de l'extrait de café liquide. Alors les professionnels utilisent un extrait de café qui leur sert à aromatiser entre autres les crèmes au beurre. Hein, je pourrais une fois vous donner la recette pour vous expliquer comment on fait cet extrait de café liquide. C'est ce qu'on appelle du café Trablit, hein, c'est le nom de la marque au départ. Alors qu'est-ce qu'on en met? Bon, c'est un extrait de café qui est liquide. Ben, vous en mettez, vous mélangez, vous goûtez. Je dirais qu'on en met l'équivalent de 4-5 cuillères à potage par litre de liquide à aromatiser. Ça, c'est la deuxième manière de faire. La troisième manière, elle est plutôt réservée aux professionnels, c'est de mettre du compound au café. Alors, le compound café, j'ai déjà expliqué un petit peu ce que c'était que ces concentrés-là. Il se présente sous forme d'une espèce de pâte. Ça ressemble un petit peu à une pâte à tartiner chocolatée que vous connaissez très bien, qui est produite en Italie principalement, hein, du moins. Avec des noisettes. Avec des noisettes, voilà. Et que Ségolène Royal n'aime pas. Voilà, son lieu d'origine, c'est l'Italie, mais la plus grosse usine se trouve en France. Oui. Donc, ça se présente un peu sous forme d'une espèce de pâte comme ça, et c'est un genre de une pâte au café. Bon, c'est extrêmement plus difficile à trouver pour la ménagère. Elle doit se rendre à ce moment-là dans un magasin spécialisé pour les produits de pâtisserie. Ça, ce sont les 3 manières, je dirais,
Les plus faciles, on ne fait qu'ajouter quelque chose. Et avec du café que je fais à la machine expresso avec ma Alors, fameuse voilà, machine nous y que je mets arrivons. des capsules dedans Nous y arrivons. et qui ça revient très cher au kilo le Et que ça café. revient très cher. Alors, soit on réalise des cafés à partir de ces capsules-là, hein, et on ajoute, je dirais, ce café dans le liquide qui va servir, donc qui va servir à compléter la crème anglaise, à la diluer. Hein, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons, vous devez mettre 1 décilitre de votre café réalisé avec la petite machine. Vous savez que vous devez ajouter 1 litre de liquide. Vous allez donc voir rajouter 9 décilitres de liquide. Eh bien, vous mettez par exemple 2 décilitres de crème et 7 décilitres de lait, plus votre décilitre de café concentré, et vous aurez le litre qui vous manque. Mais il y a quand même une autre manière de faire, c'est de travailler avec du vrai café, avec des grains de café. Alors, il y a 2 possibilités. Parce que j'en ai vu des dizaines sur le net, et puis les professionnels vont travailler de plusieurs manières. Soit vous réalisez une crème anglaise au café à la base, tout en sachant qu'il faut toujours à peu près 70 grammes de café en poudre pour aromatiser 1 litre de liquide. 70 grammes. 70 grammes. Donc, si vous devez réaliser une crème anglaise d'1 litre, une crème anglaise concentrée, la petite question, combien de café allez-vous devoir utiliser? 70 grammes. Ben non. 65. Ben non. Dites-le moi. Ah oui, c'est vrai, on va le doubler, donc c'est On va le doubler de c'est double. 140. C'est 140, hein, puisqu'on va 140, rajouter oui. 1 litre de lait le lendemain. Donc, vous devez doubler la quantité de café utilisée, Ah oui. puisque vous allez diluer, donc vous allez diviser par 2 la concentration le lendemain. Alors, pour ça, vous avez aussi une autre solution. Au lieu de réaliser une crème anglaise concentrée, vous réalisez une crème anglaise simple. Donc, à ce moment-là, vous réalisez votre crème anglaise avec 8 jaunes d'œufs au litre et 250 grammes de sucre, plutôt qu'avec 16 jaunes d'œufs et 500 grammes de sucre. Comme ça, vous ne devez pas faire des calculs et des chipotages. Maintenant, vous allez mettre votre café à infuser dans le lait. Vous allez devoir après, à un moment donné, passer ce lait au chinois pour récupérer donc les grains de café, ou en tout cas la poudre de café, les barres de café. Il ne va plus vous rester 1 litre de lait à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme truc? Mais tu vas mal dire. Oui, mais en réfléchissant un petit peu. Oh ben, il est trop tard pour moi pour réfléchir. Oh là là. Bon. Dans la casserole qui va vous servir à faire chauffer le lait pour faire la crème anglaise, vous mettez vos 70 grammes de café. Ensuite, vous mettez 100 grammes d'eau bouillante dessus. Vous allez donc faire gonfler le café. Vous allez avoir une espèce de pâte de café. Hein. Et puis, vous ajoutez votre litre de lait, vous faites bouillir. Et quand vous allez filtrer votre lait après avoir laissé infuser une dizaine de minutes, hein, lorsque le lait a bouilli, vous laissez infuser une dizaine de minutes, vous mélangez convenablement, vous passez au filtre, et là, vous aurez à peu près votre litre de lait résiduel. Vous n'aurez pas perdu de liquide. Par contre, si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez plus qu'à peu près 9 décilitres de lait à la fin. Donc vous êtes obligé de le mouiller, ce café, un petit peu avec de l'eau au départ, de manière à conserver le volume de lait final à 1 litre, tout simplement. Alors il y a une autre technique également qui consiste à simplement concasser le café. Donc vous partez, ça c'est le meilleur résultat, mais vous devez partir avec une quantité un peu plus grande. Au lieu de partir avec 70 grammes de café moulu, vous allez plutôt partir avec une centaine de grammes de grains de café entiers, donc des grains de café tels qu'on les a quand on vient simplement torréfier le café. Et avec un rouleau à pâtisserie, vous allez, ou un mortier tout simplement, vous allez concasser grossièrement le café. Vous faites de nouveau infuser. Cette fois-là, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau en plus. Pourquoi? Parce que vous n'aurez fait que concasser vos grains de café, vous ne les aurez pas moulus. Donc vous les concassez, vous les mettez donc dans le lait, vous amenez votre lait à ébullition et vous laissez de nouveau infuser 10 minutes. Alors j'ai vu qu'on pouvait également faire une macération à froid qui doit durer à ce moment-là au minimum 12 heures. Donc on met à ce moment-là le grain de café concassé dans du lait ou dans un mélange de lait et de crème. On met au frigo. On laisse macérer pendant 12 à 24 heures, au frais tranquillement, et puis seulement après on amène à ébullition et on passe au chinois, et on a encore un résultat qui est différent. Mais vous avez la caféine dedans. Mais il y a la caféine, sauf si on prend du café qui est décaféiné, parce qu'il existe du café décaféiné en grains. Ah oui. Pas de problème. Hein. Comment qu'ils font? Comment qu'ils font? Ben, ils font ça avec des acides généralement, des solvants, je vais dire, qui sont des solvants qui dissolvent, qui entraînent avec eux la caféine. Ah, C'est comme ça que ça se passe. ok. Voilà pour ce qui est de la glace au café. Et est-ce qu'il y a d'autres épices?
Ah, eh bien, dans les épices, vous avez toute une série de choses, hein. Vous avez également la glace à la cardamome, vous avez la glace à la réglisse, pour prendre ces exemples-là. Oh, la Hein. cardamome, comment tu ferais? Ah, ben la cardamome, il y a deux possibilités. Soit on utilise de la cardamome en poudre. Attention, cardamome, il y a deux espèces de cardamome. Il y a cardamome noir ou encore fumé ou de Chine. Hein. C'est la même chose en principe, qui n'est pas très agréable, enfin du moins qui n'est pas très fine de goût. Et puis vous avez la cardamome verte, qui est la meilleure, qui est la plus fine, hein, et qu'on appelait au Moyen-Âge la reine des épices, et qu'on trouve soit entière, soit moulue. Bon, je conseille d'acheter directement moulue. Et là, c'est une épice que vous mettez tout simplement dans votre crème anglaise, progressivement, en goûtant, de manière à obtenir le goût souhaité, le goût désiré. Hein. Vous avez également la glace à la réglisse. Même chose, on trouve de la réglisse en poudre, hein, et vous mettez avec précaution la réglisse dans la crème glacée. Attention, non pas au départ, vous la mettez à la fin, c'est-à-dire quand vous avez dilué votre crème anglaise, sinon vous ne pourrez pas juger du goût, hein, Ah oui. et vous ajoutez votre réglisse à la fin. Mais Il y a c'est également, si j'ai des réglisses en bâton. c'est quasiment impossible parce que là, il est très très difficile d'extraire le goût de réglisse. C'est pas de la cannelle, hein, c'est un bout de bois ici. Hein. La cannelle c'est aussi du bois, mais c'est de l'écorce. Hein. Tandis que la réglisse, bon, il faut vraiment la faire bouillir, bouillir, bouillir avec de l'eau pour obtenir le goût. Bon, on la trouve chez les bonnes, chez les bons épiciers, on trouve de la réglisse en poudre. Hein. Alors vous avez également la glace à la cannelle, tout simplement. Alors là, la glace à la cannelle, vous pouvez par contre, éventuellement, c'est faire bouillir les bâtons de cannelle avec le lait au départ pour faire la crème anglaise. Mais le plus simple, c'est quand même d'utiliser la cannelle moulue, la cannelle en poudre, ou bien de moudre votre cannelle vous-même au dernier moment. Hein. Alors attention, il y a deux sortes de cannelle. Hein. Il y a la cannelle de Chine et la cannelle de Ceylan, ne pas confondre. La cannelle de Chine, elle entre dans la composition du 4 ou du 5 épices chinois. La cannelle de Ceylan, c'est la cannelle fine que nous connaissons. Donc c'est la cannelle de Ceylan qu'il faut utiliser par la cannelle de Chine. Hein. Elles ont un goût qui est différent et la cannelle de Chine a un goût qui est nettement moins fin que la cannelle de Ceylan que nous connaissons. Alors on peut également faire de la glace à l'anis étoilé. Alors l'anis étoilé, c'est la badiane, donc ce sont ces petites étoiles qui viennent de Chine par contre là, et qu'on trouve également en poudre, mais qu'on trouve également en étoiles, je dirais entières. Moi je conseille c'est d'utiliser la badiane qui est déjà en poudre pour aromatiser la glace à l'anis si on souhaite faire de la glace à l'anis. Voilà pour ce qui concerne les épices. Maintenant, on peut aller aussi dans l'exotisme. On peut très bien envisager, pourquoi pas, une crème glacée au poivre, au baie rose, au poivre vert, à tout ce qu'on veut. Mais là, ça devient quand même vraiment des crèmes glacées que l'on ne va pas vraiment utiliser comme crème glacée de dessert, mais plutôt comme crème glacée d'entremets à ce moment-là, qu'on servirait, je dirais, entre une entrée et un plat principal. Hein, de même que les crèmes glacées à la truffe, les crèmes glacées aux asperges et toutes ces choses-là. Crèmes glacées, pourquoi pas au homard, au foie gras, ça existe, hein, au parmesan. Mais ce Oh, sont des crèmes glacées qu'on utilisera plutôt au fromage? comme glace oui, au parmesan, il n'y a pas de problème. Au C'est une crème. roquefort? Oui, tout à fait. Une crème glacée au roquefort, ça peut se faire sans aucun problème. Crème glacée aux herbes, il n'y a aucun problème. Hein. Maintenant, on ne va pas mettre 1 kilo de herbes par rapport à 1 litre de crème Non, anglaise. Hein. j'imagine. À ce moment-là, on va plutôt mettre l'équivalent de 250-300 grammes de herve pour, je dirais, 1 litre de crème anglaise et on va compléter la différence avec du lait, évidemment. Et Hein. au roquefort, ce serait quoi? Ben, c'est aussi l'équivalent de 200-250 grammes pour un total de 2 litres de liquide mis en œuvre. Hein. Wow, ok. Et euh, on a oublié une glace dont je suis très friand et dont on a parlé à l'épisode précédent pour faire la Dame Noire. À la glace au chocolat. Alors, ben, il y a deux manières de faire. Hein. Alors, comme il y avait deux manières de faire la sauce chocolat, ben, il y a deux manières de faire la glace également. Alors, si on part sur une glace dans laquelle on veut mettre du vrai chocolat, donc du chocolat noir de couverture, hein, il faut savoir qu'on doit mettre à peu près l'équivalent de 200 à 300 grammes de chocolat par litre de liquide mis en œuvre. Alors, comment fait-on? On réalise donc sa crème anglaise concentrée la veille. Ensuite, on doit rajouter 1 litre de lait, ça on le sait. Eh bien, on va rajouter son litre de lait. Et puis ensuite, on va ajouter le chocolat fondu, donc l'équivalent de 200 à 300 grammes par litre. Donc, on peut monter entre 400 et 500-600 grammes pour les 2 litres qu'on a à la fin.
On doit à ce moment-là faire fondre le chocolat tout simplement, comme je l'expliquais tout à l'heure, au bain-marie au micro-ondes, et puis on l'ajoute tout en mélangeant ou en mixant dans la crème anglaise, prête à être turbinée. Ça, c'est une première Avant méthode. d'être turbiné. Avant d'être turbinée, sinon on obtient à ce moment-là de la stracciatella. Si on turbine la glace à la vanille et qu'on ajoute du chocolat liquide fondu, mais à température de 25-30 degrés, donc encore liquide, mais pas chaud évidemment, le chocolat va évidemment figer instantanément dans la crème glacée. Il va faire des fils de chocolat noir. C'est donc la fameuse stracciatella que les glaciers italiens proposent généralement à leurs clients. Ah, c'est délicieux. C'est délicieux. Bah, quand on aime, tout est délicieux, Ah oui. évidemment. Moi, personnellement, je ne cours pas après. Je n'aime pas ces paillettes de chocolat dans la glace. Mais bon, celui qui aime bien, il n'y a pas de problème. Et par contre, il y a une autre manière de faire, c'est de travailler avec du cacao. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise de 80 à 100 grammes de cacao par litre mis en œuvre. Donc, si vous faites votre crème anglaise concentrée la veille, vous mettez entre 160 et 200 grammes de cacao dans votre crème anglaise. Alors, comment faites-vous? Eh bien, vous faites comme si vous travailliez avec du cacao qu'on donne aux enfants au goûter. Vous mélangez votre poudre de cacao à froid avec une partie du sucre. Vous mélangez. Avec l'autre partie, vous faites votre ruban, sucre jaune d'œuf. Vous faites bouillir votre lait. Vous ajoutez d'abord le lait sur votre mélange de sucre et de cacao. Ensuite, vous amenez votre lait chocolaté à ébullition. Et puis seulement, vous versez ce lait chocolaté sur votre ruban jaune de sucre. Et vous faites votre crème anglaise comme habituellement, de manière traditionnelle. Et le lendemain, vous diluez à ce moment-là votre crème anglaise chocolat concentré avec de nouveau 1 litre de lait ou un mélange de lait et de crème. Et vous avez votre glace au chocolat. Et cette fois-ci à base de cacao. Le cacao pur. De cacao pur. Et donc, bon, c'est très bon. Et ensuite, Il y a la glace au praliné. La glace pralinée. Alors, la glace pralinée, elle utilisera non pas du pralin dont j'ai donné déjà la recette, mais un concentré de noisettes ou d'amandes torréfiées, caramélisées et réduit en pâte. Donc c'est ça du praliné. Alors on utilise à peu près entre 150 à 250 grammes de praliné par litre. Tout ça va dépendre, est-ce qu'on aime un résultat très praliné ou légèrement praliné. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que le praliné contient 50% de sucre. Donc si vous mettez dans une crème anglaise qui fait 2 litres, je rappelle, crème anglaise de base concentrée, plus le litre de dilution, vous avez 2 litres de liquide. Vous allez donc devoir mettre par exemple 300 grammes de praliné. Il faut savoir que dans les 300 grammes de praliné, vous avez 150 grammes de sucre. Comme vous aviez utilisé 500 grammes de sucre pour réaliser votre crème anglaise, vous avez intérêt à la réaliser avec 350 grammes de sucre à la base et non 500, puisque le praliné que vous allez ajouter est lui fortement sucré. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir une glace pralinée, d'accord, mais qui sera trop sucrée, donc écœurante. Ça, c'est pour la glace au praliné. Et puis, vous avez également une glace qu'on pourrait appeler la glace noiseline ou amandine. Alors, comment fait-on? J'ai donné la recette du pralin. Vous vous rappelez de ça, Marc? oui, c'était dans l'épisode... Je ne sais plus maintenant. On ne sait plus, mais c'est pas grave. De toute façon, il est antérieur à celui-ci, donc il n'y a pas de Épisode problème 8. pour l'écouter. À ce moment-là, qu'est-ce que Oui, vous allez épisode faire? 8. Vous réalisez votre crème anglaise concentrée, le lendemain, vous la diluez, et vous allez ajouter de 100 à 150 grammes de poudre de pralin, donc, comme j'ai donné la recette, par litre de lait, donc de 200 à 300 grammes de poudre de pralin. Et puis, vous pouvez souligner le goût amande ou le goût noisette en ajoutant tout simplement quelques gouttes d'essence d'amande amère dans le cadre d'un pralin aux amandes et quelques gouttes d'essence de noisette si vous avez réalisé votre pralin aux noisettes, Et donc c'est ça la noiseline. noiseline ou amandine. Et puis vous avez la glace aux amandes tout simplement. Ah, quelle est la différence? Eh ben, ici, c'est qu'il n'y aura que de l'amande et non pas du pralin. Donc, la glace va rester blanche et vous n'aurez pas de choses qui vont vous croquer sous la dent. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On réalise d'abord un lait d'amande, une infusion. Alors, comment fait-on? Eh bien, on va considérer que pour 1 litre de lait au départ, mis en œuvre, il va vous falloir 200 grammes
d'amandes blanches en poudre, donc de poudre d'amande. Ce qui veut dire que si vous allez diluer votre recette le lendemain, il vous faudra 400 grammes d'amandes. Alors là, il y a une petite astuce, c'est que ce n'est pas facile de faire infuser, je dirais, des amandes dans du lait, et c'est un petit peu comme pour le café, on a de nouveau une perte, hein, parce que quand on va passer au chinois, on va de nouveau avoir une partie du lait qui va rester. Alors dans ce cas-ci, moi je conseille c'est de ne pas faire une crème glacée, une crème anglaise concentrée, c'est de la faire directement à la bonne dilution. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? 1 litre de lait, oui jaune 2, 250 grammes de sucre. Et si vous voulez ne pas perdre de lait au moment où vous allez filtrer vos amandes, vous mettez de nouveau 1 décilitre et demi d'eau en plus à la base. Vous faites d'abord bouillir l'eau, vous l'ajoutez sur vos amandes, ensuite vous ajoutez votre lait, vous amenez à ébullition, vous laissez tirer 10 minutes hors du feu de manière à ce que la poudre d'amande infuse bien dans le lait, lui donne tout son goût. Ensuite, vous passez au chinois et puis vous réalisez votre crème anglaise, je dirais habituelle, mais là vous ne devrez pas la diluer le lendemain. Hein, vous la laissez à ce moment-là à sa concentration de réalisation. Alors si on veut bien sûr concentrer un petit peu le goût amande, on peut rajouter 1 ou 2 gouttes d'essence d'amande amère de nouveau dans la crème anglaise de manière à pouvoir, disons, souligner un petit peu le goût amande. Et ça marche avec d'autres fruits secs, comme la Alors, noix? ça peut marcher avec la noix, mais ça peut marcher également avec la pistache. Ah oui. Donc, maintenant, je vous dirais qu'avec la pistache, c'est la manière la plus coûteuse de faire et c'est pas vraiment ce que je vous conseille. Pourquoi? Parce que la pistache coûte extrêmement cher au kilo. Alors l'amande, bon, c'est un prix encore raisonnable. Maintenant, la pistache, c'est extrêmement cher. Ce qui veut dire que si vous mettez de la pistache, que vous faites infuser, et puis qu'après vous passez au chinois, c'est un peu donner des perles au pourceau, si je peux employer l'expression. C'est un peu dommage. Donc moi, à ce moment-là, je ne ferai pas de cette manière-là. Ou bien j'utilise un compound, ou bien j'utilise des pistaches, mais je mixe les pistaches à ce moment-là. Donc je mettrai à ce moment-là uniquement 100 grammes de pistaches par litre. Je fais ma glace à la bonne concentration, donc je ne fais pas une glace que je dis durer le lendemain. Je la fais avec mes 250 grammes de sucre et mon litre de lait, mais oui jaune 2. Je mets 100 grammes 100 grammes de pistaches, pardon. Je mixe et je laisse les pistaches dans la glace. Et puis j'ajoute éventuellement un tout petit peu d'essence de pistache et éventuellement une goutte de colorant vert. Alors si on n'a pas d'essence de pistache, on ne se tracasse pas. On met tout simplement 2-3 gouttes d'extrait d'amande amère et en général ça fait illusion. Oui, c'est vrai que les goûts sont très similaires. Les goûts sont assez similaires. D'ailleurs, je suis persuadé que si je vous fais goûter à l'aveugle une glace à la pistache ou une glace aux amandes, vous aurez éventuellement pas mal de difficultés à pouvoir me donner la différence entre les deux. Tellement c'est proche. Alors, on peut également faire des glaces aux herbes. Les herbes, celles qu'on mange ou celles qu'on fume? Ah, ça, celle qu'on fume, je n'en sais rien, c'est pas dans mes pratiques. Par contre, celle qu'on mange, ben, vous ne pensez pas à l'une ou l'autre herbe en particulier? Quand je dis herbe, évidemment, je suis un petit peu spécieux. Ah, la Ce n'est menthe, pas exact, voilà. Il y a la menthe, il y a le le persil, tilleul, il y a la verveine, il y a la lavande, il y a toutes ces la histoires-là qui peuvent citronnelle. être. Il y a la citronnelle, bon, il y a la mélisse, donc il y a la citronnelle. Oui. Toutes ces herbes séchées peuvent très bien, le thym éventuellement, pourquoi pas, hein, peuvent très bien être utilisées pour réaliser de la crème Le glacée. gingembre. Ah, mais le gingembre est une épice par contre. Là, je peux donner la recette après. Donc, tout ce qui concerne les herbes. Alors, moi, je conseille, c'est d'utiliser, non pas des petits sachets, on peut bien faire de la glace au thé, il n'y a pas de problème. Hein. Glace au thé matcha. La glace au thé matcha, c'est plus facile à faire parce qu'on trouve le thé matcha en poudre directement prêt à l'emploi, directement Oui. utilisable. Donc là, on fait sa crème anglaise, on ajoute dedans. Par contre, les autres herbes, elles se présentent, traditionnellement, ce sont des petits sachets, mais à l'origine, ce sont des herbes en vrac. Oui. Donc on utilise à ce moment-là du tilleul en feuilles et en fleurs, on utilise de la verveine, éventuellement de la camomille La et toutes menthe. sortes d'autres plantes, de la menthe. Alors moi je conseille, eh bien, c'est de faire sa crème anglaise en faisant au départ une décoction, donc faire bouillir le lait avec les herbes en question, hein, ne pas faire de mélange, hein, ne pas mélanger la camomille, de la menthe et de la Oh. verveine par exemple. Enfin, on pourrait le faire, mais je vais dire, le mieux c'est quand même quand on a quelque chose qui est bien typé. Donc vous mettez votre petite poignée, je dirais, de fleurs, que sais-je moi, de fleurs de tilleul, hein, par exemple, dans votre lait, vous amenez à ébullition,
Vous laissez de nouveau tirer une dizaine de minutes. Ne pas exagérer au niveau des quantités. Hein. Quand je dis une petite poignée, c'est pas une poignée de main d'homme, hein, c'est une poignée de main d'enfant. Hein. Vous faites tirer, vous faites infuser, et puis vous passez au chinois, et ensuite vous réalisez votre crème anglaise comme habituellement. De nouveau, vous ne faites pas une crème anglaise qui va devoir être diluée le lendemain, sinon vous aurez du mal à juger du goût atteint. Hein. Vous faites une crème anglaise avec une dilution simple et pas une concentration double, hein, de manière à ne pas être surpris par le goût. Et puis encore une glace dont j'ai envie vraiment de vous parler, ben, c'est la glace, on en a encore plusieurs, hein. La glace coco par exemple. Alors la glace coco, c'est comme la glace au lait d'amande, 150 à 200 grammes de coco par litre, faire infuser. Et là de nouveau, le coco, on pourrait éventuellement envisager de le laisser dans la glace. On n'est pas obligé de l'enlever pour turbiner la glace. Ce n'est pas dérangeant qu'il y ait des petits morceaux de coco à l'intérieur. C'est la glace au spéculoos. Là, j'ai vraiment envie de vous parler de la glace au spéculoos. Ah, grande spécialité belge, spéculoos. Ah, tout à fait. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on mixe des spéculoos dans de la crème anglaise, donc après dilution, hein, ça c'est une des possibilités. Soit on veut que le spéculoos apparaisse dans la glace. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle des brisures de spéculoos. On les trouve maintenant de plus en plus dans le commerce, donc ce n'est vraiment pas une complication. Mais on réalise au départ une crème anglaise qu'on va déjà aromatiser spéculoos. Alors, qu'est-ce qui donne le goût spéculoos? Eh bien, les spéculoos de mauvaise qualité, c'est uniquement de la cannelle. Les spéculoos qui ont une qualité, je dirais intermédiaire, c'est à la fois de la cannelle et du sucre de canne brun. Et les véritables, les très très bons spéculoos, ils utilisent de l'épice à spéculoos, qui est du 4 ou du 5 épices spéculoos. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la cannelle bien sûr qui est prépondérante, on a de la noix de muscade ou du massis, on a du girofle, et on a éventuellement de la cardamome, et dans certains cas un petit peu de poivre de la Jamaïque, ou du poivre noir. Donc ça, ce sont les épices à spéculoos. Alors certains mettent aussi du gingembre dans l'épice à spéculoos. Bon, chaque fabricant a un petit peu son secret, et ce n'est certainement pas mon avis d'endroit qui va vous donner la recette de sa poudre à spéculoos maison. Hein. Donc je viens de vous dire les épices qui se trouvent dans la poudre à spéculoos, en sachant que la cannelle occupe à peu près 70, donc 70% du total. Hein. Ce sont des épices qu'on trouve très facilement dans le commerce. Dans une bonne épicerie, on va vous vendre de l'épice à spéculoos qui est déjà toute faite. Certains mettent également un petit peu d'anis dans l'épice à spéculoos, mais ça, ce sont vraiment des épices qui sont secondaires. Les deux principales, c'est la cannelle et, comment dirais-je, je cherche... Sucre de canne. Non, dans les épices que je viens de dire. La cannelle et la muscade ou le massis, voilà. Donc, vous réalisez une crème anglaise que vous allez déjà pré-aromatiser. Alors, comment vous faites? Vous remplacez une partie de votre sucre par du sucre de canne brun Candy, de chez Candico. Ne pas mettre la totalité des 400 ou des 500 grammes de sucre en version brune, sinon ça va être trop fort. Vous mettez à peu près la moitié, hein, donc 200-250 grammes de sucre blanc, 200-250 grammes de sucre Candy brun. Vous faites votre crème anglaise et vous mettez un petit peu d'épices à spéculoos dedans au départ. Hein, donc une ou deux cuillères à café d'épices à spéculoos dans votre crème anglaise. Le lendemain, vous la diluez, donc en rajoutant 1 litre de lait ou, je rappelle, mélange de lait et de crème. Et puis, vous commencez à turbiner votre glace. Alors, vous allez ajouter à ce moment-là l'équivalent de 100 à 150 grammes de poudre de brisure de spéculoos dès le moment où votre glace commence à prendre. Pourquoi est-ce que je dis dès le moment où la glace commence à prendre et pas avant, à votre avis, Marc? Sinon, ça va fondre. Exactement. Si vous voulez avoir le grain de spéculoos, les petits morceaux de spéculoos dans la glace, vous devez attendre que votre glace commence à prendre. Si elle est toujours à geler, si elle est toujours liquide, le spéculoos va fondre dans la glace et vous n'allez plus le retrouver, ce qui est un petit peu dommage. Donc il faut attendre que la glace commence à prendre pour ajouter les brisures de spéculoos dans la glace. Ça me rappelle étant petit, je trempais des spéculoos dans du lait au goûter. Alors du coup, le spéculoos, si tu laissais trop longtemps, le spéculoos devenait tout mou et tombait au fond du verre. Tout à fait. Est-ce que vous avez mangé des tartines au spéculoos? Ça ne vous dit rien? Ah oui, bien sûr. Hein? Ce sont des tartines beurrées sur lesquelles on mettait des spéculoos et puis après on prenait une cuillère à café avec le café au lait sucré qu'on avait donc dans sa tasse et on mouillait très légèrement les spéculoos pour les faire ramollir et puis on remettait la deuxième tartine au-dessus et puis on mangeait la tartine aux spéculoos avec des morceaux de spéculoos qui étaient encore croquants et d'autres morceaux qui étaient mous. C'était génial, hein?
Ah oui. Ah Bien oui, sûr, ah oui. pas. Voilà, donc au niveau des glaces, je pense que j'ai quand même donné pas mal Oui, de choses. Hein. écoute, on S'il prend... en manque une, il en Oui, il manque, en il manque en manque une une. autre spécialité belge, on ne peut pas Oui, tout passer à à fait. côté. On a fait le Ah oui, chocolat, on a fait le spéculoos, il nous reste ben, la glace à la bière. Hein. la bière. Comment ça, de Alors, la bière? de la bière dans de la glace. Alors, il faut prendre de préférence une bière qui a du goût. Hein. Donc, je pense particulièrement aux bières brunes, aux bières trappistes ou éventuellement à la gueuse ou à la crique. Hein. Donc, la crique et la gueuse qui sont des bières qui viennent de la région de Bruxelles et qui ne peuvent être en principe réalisées que dans la vallée de la Seine, donc à proximité de Bruxelles. Sinon, ce sont des fausses gueuses et ce sont des fausses criques. Eh bien, c'est pas plus compliqué que ça, marque tout simplement. Au lieu de rajouter 1 litre de lait dans votre crème anglaise concentrée, vous rajoutez tout simplement 1 litre de bière. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que si vous utilisez une bière qui est très 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 houblonnée, donc très amère, ou très très riche en goût, 1 litre de bière risque de vous paraître un tout petit peu trop hard. Trop Donc à ce fort, ouais. moment-là, trop fort, oui. Hein. Donc à ce moment-là, au lieu de mettre 1 litre de bière par litre de lait mis en œuvre pour la crème anglaise concentrée, on va plutôt mettre 6 ou 7 décilitres de bière et compléter avec 3 décilitres de lait ou un mélange, je rappelle, de lait et de crème pour arriver à Et, son litre de dilution. et ça donne Voilà. quoi, ça, une glace à la chimée bleue, par exemple? Alors, une glace à la chimée bleue. Bon, moi j'ai déjà réalisé de la glace avec des bières d'abbaye. J'en ai réalisé à plusieurs reprises. Glaces qui ne sont pas servies en dessert, je tiens à le préciser. Ah, Ce sont des glaces qui sont... Ben, elles pourraient être servies en dessert, mais je dirais que c'est quand même très particulier et elles ont un goût qui est très riche, qui est très fort. Hein. Donc moi je conseille plutôt de servir ces glaces-là en entremets en fait. Donc une petite boule de glace entre, je dirais, l'entrée et le plat principal, ça peut être génial. Donc une glace, eh bien, ça donne le goût bière, ça donne, c'est spécial. Il faut bien avouer que c'est pas commun, comme on dit. je Hein. pourrais faire une glace à la gueuse avant de servir un lapin à la gueuse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Hein, ou une glace à la crique avant de servir, ou que sais-je moi. Imaginons hein, une assiette de fromage belge, dont le fameux fromage de Bruxelles, et vous mettez une petite boule en accompagnement dans l'assiette, enfin sur l'assiette de fromage dans une petite coupelle, une petite boule de crème glacée à la crique par exemple. Hein. Ça peut très bien se faire. C'est original. C'est original. Alors, il y a encore les glaces au yaourt et les glaces au fromage de chèvre, dont on peut donner quelques explications. Je t'en Alors prie. là, de nouveau, j'en ai déjà réalisé. Il y a une glace en tout cas qui peut être très très bonne, c'est une glace de chèvre au basilic. Hein, ça donne aussi un très très beau résultat. Et on peut servir ça avec des tomates confites, donc des petites tomates cerises confites, semi-confites et carrément en dessert à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a toujours donc, quand on fait une crème anglaise concentrée, ce litre de choses qu'on doit rajouter. Hein. Eh bien, on rajoute à ce moment-là un mélange, soit du yaourt de chèvre, soit du lait de chèvre, mais parfois le lait de chèvre est un petit peu puissant, soit un mélange, par exemple, d'un fromage de type, bon, on va citer une marque, hein, de type Chavroux, du style 400-500 grammes de fromage, plus ce qui manque en lait traditionnel de vache, et on rajoute ça donc dans sa crème anglaise, et on a une crème glacée au fromage de chèvre, et on peut très bien mettre quelques feuilles de basilic frais que l'on va hacher finement au moment où on turbine la glace. On a à ce moment-là une crème glacée à la fois chèvre et basilic. On pourrait mettre également du romarin. On aura à ce moment-là une crème glacée chèvre, romarin. On pourrait mettre éventuellement un petit peu de lavande. On aura à ce moment-là une crème glacée chèvre à la lavande et ainsi de suite. On peut mettre un petit peu de miel. On peut mettre romarin et miel, chèvre, romarin, miel. Donc vous voyez que les possibilités en fait de crème glacée, ce sont des centaines et des Et, centaines de possibilités et différentes. donc la glace au miel, ça se fait? La glace au miel, ça se fait, tout en sachant qu'on ne va pas mettre uniquement du miel. Hein. On va mettre à peu près l'équivalent de la moitié du miel par rapport au poids de sucre mis en œuvre. Pourquoi? Sinon, on a un résultat qui est un peu trop écœurant. Hein. On évite de dépasser 60% du poids de sucre en équivalent miel. Ok. Et on peut faire de la glace à la rose? On peut faire de la glace à la rose. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on part avec des pétales de rose frais. Donc, si on a chez soi des roses dans son jardin, attention, il faut savoir que les roses actuelles, d'abord, on évite les roses du commerce. Hein. Elles viennent, non pas que je sois raciste, mais enfin, elles viennent du Kenya, elles viennent d'Éthiopie, elles viennent de Colombie, et toutes ces roses ont été traitées avec des produits, je dirais, phytosanitaires extrêmement dangereux. Et puissant. Donc, et puissants, donc impropres à la consommation. Donc, on doit vraiment travailler avec des roses dont on est sûr. Donc, ce sont des roses, je vais dire, qu'on a chez soi en principe.
tout en sachant que malheureusement, les roses qu'on a chez soi, ce sont des roses qui sont cultivées pour leur beauté. On a de belles grosses fleurs de toutes les couleurs, mais elles n'ont quasiment plus de parfum. Donc moi, j'ai fait planter chez moi des rosiers que j'ai été choisir en pépinière, uniquement des variétés dont je me moquais de la couleur et de la grosseur, mais uniquement des roses parfumées, de manière à pouvoir les utiliser en cuisine. Hein. Alors, comment fait-on? Deux possibilités. Soit vous cueillez les roses le matin, hein, avant que le soleil et je dirais la rosée n'ait fait leur œuvre. Vous les cueillez le matin, des roses qui sont non pas trop ouvertes, mais qui sont encore un tout petit peu fermées, et vous les mettez à infuser dans votre mélange de lait et de crème à froid. Et vous laissez en principe infuser jusqu'au lendemain. Soit vous faites bouillir votre mélange de lait et de crème et vous mettez vos pétales directement dedans. À ce moment-là, vous faites de nouveau tirer une dizaine de minutes. Vous risquez, à ce moment-là, c'est de ne pas avoir le résultat souhaité, c'est-à-dire que ce ne soit pas suffisamment puissant en goût. Considérez qu'il va vous falloir à peu près l'équivalent de 300-400 grammes de pétales de rose pour votre litre de lait, ce qui est énorme. Hein. Ça fait des gros bouquets, ça. Hein. Ça, c'est vraiment énorme. Hein. Sur votre litre de lait, une rose, puisque vous allez devoir diluer. Oh, une rose, c'est à peu près 40-50 grammes, ça dépend de la taille de la rose, mais c'est rarement plus. Hein. 50 grammes, c'est déjà vraiment énorme. Hein. C'est même moins. Donc ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est de travailler avec ce qu'on appelle des roses séchées de Bulgarie. Alors ça se trouve assez facilement dans les maisons spécialisées. Ça se vend par boîte de 200 grammes. Hein, ce sont donc des tout petits boutons de rose et des pétales de rose qui sont séchés, mais qui sont très très riches en goût. Et à ce moment-là, vous travaillez exactement comme quand vous aviez fait des infusions tilleul, verveine, menthe, etc. Donc vous mettez vos pétales séchés dans le lait, vous les amenez à ébullition et vous laissez infuser une dizaine de minutes. Ce que vous pouvez également faire, c'est réaliser votre crème anglaise en les laissant dedans et ne passer au chinois que le lendemain, de manière à obtenir à ce moment-là un résultat plus concentré. Alors de nouveau, pour ce qui est de la crème anglaise à la rose, je déconseille de faire une crème anglaise que vous allez devoir diluer, puisque vous aurez du mal, si vous diluez par deux, à vous rendre compte du goût que vous avez obtenu. Hein. Ouais. Alors ne pas oublier, on peut très bien ajouter quelques gouttes d'essence de rose dans une crème anglaise à la rose, il n'y a pas de problème. Ça permet de souligner un petit peu le parfum, parce que ne mettre que des pétales, vous risquez d'avoir quelque chose un petit peu trop léger. Tout en sachant qu'il faut rester extrêmement délicat avec le parfum donc de la rose en cuisine. Pourquoi? Si on en met un peu trop, on a l'impression de manger de la savonnette. Oui. Ou des sels de bain. La rose doit vraiment être un parfum qu'on doit utiliser avec beaucoup de délicatesse et non pas de manière agressive. Mais si on sans compter que l'essence de rose est amère quand on en met trop dans une préparation. Mais si on arrive à la réussir à la perfection, au niveau présentation, on peut rajouter des pétales de rose par-dessus. Alors, ce qu'on peut faire, il y a ce qu'on appelle des roses cristallisées, des pétales de rose cristallisés. Alors, on trouve des violettes cristallisées, on trouve des pétales de rose cristallisés. De la même manière, on trouve donc ces pétales que l'on peut mettre après en garniture ou dans la crème glacée, ou éventuellement, lorsque la glace est terminée, au-dessus de la coupe glacée. Et là, j'en reparlerai, puisque j'ai quelques exemples de coupes glacées où on peut utiliser des fleurs cristallisées en garniture. Bref, ça, je crois qu'on a fait le tour des principaux parfums de glace. Il en manque encore, vous savez. On peut parler des glaces au vin. Hein, je n'en ai pas du tout. La glace au champagne, par exemple, je n'en ai pas du tout parlé. C'est pas plus compliqué. Hein. Si vous voulez faire une glace au champagne, vous partez de votre crème glacée concentrée, de votre crème anglaise concentrée, et vous rajoutez l'équivalent d'un litre de champagne à la place d'un litre de lait, ou 8 décilitres de champagne et 2 décilitres de crème, par exemple. Oui, voilà. C'est une bonne façon d'utiliser sa bouteille de Dom Pérignon. Oui, je ne conseillerais pas que le Dom Pérignon, mais enfin bon, ça peut se faire. Hein, une glace au vin, une glace au porto. Glace au porto, on ne va pas mettre l'entièreté du liquide. C'est sucré, voilà. Donc on va mettre éventuellement à ce moment-là, maximum, je dirais, 4-5 décilitres de porto et compléter avec du lait pour le restant. Maintenant que tu me donnes l'idée. Oui, vas-y, continue. Oui, tout en sachant
que quand on met de l'alcool dans une glace, si on a pas une sorbetière suffisamment puissante, on a une glace qui ne prend pas. Pourquoi? Parce que l'alcool est un antigel. Hein. Donc Oui. il faut pas l'oublier, hein, ça. C'est que si on met beaucoup d'alcool dans une glace, on risque de ne pas avoir une prise de crème glacée convenable. Et si on laisse éventer l'alcool genre 24 heures avant? Oui, ben alors on va perdre le goût puisque les goûts sont concentrés dans l'alcool. Ah oui, ça c'est bon. Bah oui, c'est pas une bonne. Dis-moi, est-ce qu'on pourrait faire une glace au foie gras? On peut faire une glace au foie gras de nouveau. Il faut bien sûr du foie gras qui a été cuit, hein. Oui. Donc du foie gras qui soit en conserve, soit qu'on a cuit soi-même. Et on va le mixer dans la crème anglaise à raison d'à peu près 300-400 grammes de foie gras pour l'équivalent de 2 litres de liquide au départ. Ah, donc je pourrais faire une glace au foie gras et puis une glace au sauterne. Oui, et on peut faire également une glace aux truffes à ce moment-là, hein. Ah oui. Non, ne pas mélanger glace au sauterne et glace aux truffes en même temps. Par contre, vous n'étiez pas là à ce fameux et mémorable repas que nous avons fait un jour dans ce petit club qui nous rassemble, et il y avait une glace aux asperges d'une part et une glace à la truffe noire, puisque le thème du repas, si vous vous rappelez les explications que je vous ai données, c'était un repas tout en noir et blanc, donc la glace aux truffes utilisait un produit noir et la glace aux asperges un produit blanc. Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui, J'étais pas là malheureusement. malheureusement, voilà. Non, mais quand j'entends les autres qui en parlent, encore maintenant, mon cœur s'emplit de regrets. Eh oui, on ne peut pas être partout, hein. Ah non. Moi, c'est quand le prochain banquet que vous allez organiser comme ça? Ah, mais moi je ne fais plus de banquet. Vous savez bien que maintenant je fais partie des gens qui se reposent, hein, et qui aiment parler des choses, mais qui ne Voilà. les réalisent plus, sauf quand je donne éventuellement des cours, des informations, mais au niveau professionnel, je me suis retiré des voitures, comme on dit, hein. Je me suis garé des autos. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on en arrive à parler cuisine dans ce podcast. Je te remercie Guy pour cet épisode. Tu voulais rajouter quelque chose? Ben que si nos auditeurs ont des questions à poser, ben qu'ils n'hésitent pas à nous les poser, hein. Voilà, l'email c'est par question@parlescuisines.com. Question comme une question singulier @parlescuisines.com comme notre site sur lequel vous pouvez retrouver les notes de l'émission, de toutes les émissions précédentes ainsi que les bonus des émissions précédentes. Les bonus de l'émission 4, on vous explique comment transformer de la crème anglaise en crème glacée. Et c'était donc cet épisode numéro 10 que vous venez d'écouter était la suite logique de toute la série. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aller mettre une note sur iTunes pour notre podcast, allez voter pour. Et puis allez liker notre page Facebook si vous voulez continuer à être tenu au courant. Si vous voulez poser une question, allez y mettre votre question là ou bien envoyez-nous un email. Et restez à l'écoute parce que le prochain épisode numéro 11, on va continuer sur les glaces et cette fois-ci ce sera sur Les coupes glacées. les coupes glacées. Voilà, c'est pas les coupes de cheveux, c'est avec les coupes de glace. En tout cas, merci beaucoup Guy et Eh bien, à bientôt. à bientôt. Au revoir.